you. Nice to see you. So here we are, we're just loading my presentation. I have a lot of slides, but I may just... Do you have a different one? Yeah, well, I have the video. Nadia, tu t'en charges, c'est bon? Super. Il prend les trains de 14 heures.
Det ringer faktisk til afstemning. Non, c'est la contraire.
C'est de la poésie. C'est engagé. Je vous comprends. Not there. That's what I'm saying, that if I do that enforcement, it's you're never surprised. After when you treat you fairly, you're surprised. You have problem more. Actually, yeah, that is true. It was so funny yesterday. Okay, 2 days ago. Then he started speaking English. Just seemed close out. He must have been detained maybe for 24 hours. I love the way they deal with it. So what you say?
Concentré ces jours-ci. Hein. Ah, tu donnes la mer en même temps, même au Sénégal. Hein. Oui, oui. C'est une tradition. C'est culturel quoi, de donner la mer. Donc on fait les deux. C'est comme une sorte de mixité ou de... Je sais pas quoi. Donner la mer à la base. Comme chez nous. Après tu fais la bise parce que... Ça va? C'est un moment
Bonjour, good morning, bonjour, buenas tardes, hola, bonjour, good morning, bonjour, Arterial Network, are you here? Alors on va le faire comme au spectacle vivant. Si on peut faire avoir un peu plus de densité devant, comme ça pour les télé, les caméras, CNN, etc., on a l'impression qu'on est nombreux. Si vous voulez bien vous rapprocher de nous, la culture c'est aussi la proximité. Alors, ce matin on va avoir, merci d'être, je sais que ça a dégoûté beaucoup à quelques-uns d'entre nous de se réveiller à cette heure-ci, hein. Je le sais. Donc merci d'être là de mon matin, même s'il est 10 heures déjà. Ce matin, on va avoir 6 expériences de 6 pays africains par rapport à l'organisation de 6 secteurs disciplinaires différents. Je vous raconte un peu comment on a conçu le programme de ce matin. En fait, en partant du principe d'aller chercher les success stories, les bons exemples, on sait que c'est pas parfait, nulle part, de toute façon, mais allez voir les secteurs qui fonctionnent bien dans différents pays en Afrique. On a dû choisir, c'est renoncer, parce qu'on a dû faire un équilibre entre les 5 régions d'Afrique, puis il fallait qu'elles soient toutes représentées, les pays anglophones et les pays francophones. En gros, ne nous en voulez pas s'il n'y a pas de Kenya dans l'art visuel, il y a le Maroc. On sait que le théâtre fonctionne très bien au Burkina. On sait que le Mali est aussi bon que le Sénégal pour la musique, etc. Là, on est dans une configuration africaine. On présente des exemples de quelques pays, sachant qu'il y en a d'autres. Et l'idée, pour chacun, c'est de nous présenter en quoi le secteur est florissant dans le pays en question, mais également qu'est-ce qui manque pour qu'on avance de manière constructive. J'invite sur scène M. Alphabi, qui nous a fait l'honneur et le plaisir d'être parmi nous. M. Luc Maïsecourt, Sénégal, un grand membre de la musique et du militantisme. Et pour la parité, Aïda, s'il vous plaît. Aïda de Turquie, était là. Un Saint-Pierre Aïda. Voilà, c'est bien ici. Et sans plus tarder, je laisse le floor à M. Alphabi. Ouais. Bonjour, monsieur Dame. Je suis très heureux d'être là. Merci encore pour Raphaël de
de m'avoir invité pour venir au Maroc. Je suis tout simplement un créateur de mode à la base. Je suis créateur depuis 32 ans. J'ai créé mon festival depuis l'année prochaine, on va fêter le 20e anniversaire de mon festival, qui s'appelle le film. Je veux vous dire à bien quelque chose. À chaque fois que vous parlez dans les industries culturelles, je ne vois pas l'église de la mode. On parle de cinéma, on parle de théâtre, on parle de photographie, mais jamais la mode. La mode est une industrie qui crée autant d'emplois, sinon plus que tout le reste. Je peux dire chez moi, on a créé 35 à 40 000 emplois dans le domaine de la création de la mode. Dans mon intervention, je vais commencer. On m'a demandé, est-il aisé de combiner la créativité africaine avec le succès commercial? Je vais lire tout simplement parce que moi je suis un parleur, mais quand on m'a écrit quelque chose, que les collaborateurs ont fait, je fais un livre. Je suis désolé. Ma réponse est difficile, car notre continent a longtemps souffert de son système organisationnel. Je peux surtout parler des politiques à qui revient la mise en place de structures adéquates devant soutenir la créativité et l'insertion des produits issus sur le marché. Il revient aux créateurs eux-mêmes dans cette circonstance d'être à la recherche perpétuelle de débouchés. Les créateurs africains d'avant, après les indépendances et jusqu'aux années 80, ont souffert de cette situation qui a créé un véritable manque à gagner pour notre continent quant à se référer à ce qui se passe en Occident. Aucun soutien de l'État, aucune structure, n'est mise en valeur pour soutenir la création. Mais force est de reconnaître les priorités de nos gouvernants en fonction des moyens dont ils disposent pour la mise en œuvre de leur politique. Notre continent végète et continue à végéter. Dans le tout, les priorités, santé, éducation, électricité et eau. À l'époque, seulement le pain en coton est fabriqué en Afrique. Jusqu'aujourd'hui, c'est la seule industrie dans le domaine de la mode. La culture, la créativité restent et demeurent des gisements inépuisables des richesses dont notre continent dispose comme porte de sortie de crise. Parce que c'est un facteur de paix, de rapprochement de peuple, de brassage de culture, d'unité, de solidarité, qui véhicule des messages d'amour, de tolérance et d'acceptation de l'autre. Notre continent amorce un nouveau décollage économique. Cette nouvelle donne pour s'inscrire dans la durée exige des Africains une vision à long terme, avec des réformes en termes de formation de ressources humaines qualifiées et compétentes, de qualité de nos prestations et de compétitivité dans un environnement de plus en plus concurrentiel. C'est pourquoi je mène, moi, un combat qui s'inscrit dans la droite ligne de la construction d'une Afrique de la génération qui lègue à la jeunesse montante et future un continent positif qui bouge, qui gagne et suscite respect et admiration avec lequel les continents peuvent compter. Qu'on porte de sortie du secteur de luxe et de prestige, qui, comme en tirer meilleur profit, après la formation qui est à la base fondamentale de tout développement. Le bloc financier africain mondial, avec le soutien des autorités africaines, investissent dans la mode africaine qui aujourd'hui dispose d'une marque et d'un large éventuel de produits tels que la haute couture, prêt-à-porter, cosmétique, bijouterie, maroquinerie et j'en passe. Pour ne citer que cette partie des produits de la mode, mais qui en son sens dispose des produits de grande valeur, pouvant engendrer d'énormes profits pour le continent. L'aspect financier est d'une importance capitale pour l'essor de la marque africaine qui débouche sur la création de vastes réseaux de distribution couplés à une communication au travers des revues périodiques et d'organisation de salons pour les nouvelles tendances. C'est un vaste programme qui, dans la synergie des efforts et d'appui des autorités gouvernementales et financières, permettront à la mode africaine d'être au rendez-vous de l'histoire avec tout ceci qui comporte des retombées sur le continent. On peut aller sur ça de toi, je peux appuyer ça pour l'autre, parce que mon assistant a envoyé des choses, je crois que c'est beaucoup mieux comme ça. Je suis créateur, je ne suis pas l'acteur. Bon, je mets ça, c'est très chose. Ceci étant, la mode africaine, malgré son existence qui date de la nuit des temps, car liée à notre identité,
était jusqu'aux années 80 absent sur la scène internationale, donc sans visibilité. Cette situation qui la rendait inconnue non seulement des Africains eux-mêmes, mais surtout hors des frontières du continent. La confinait dans son aspect traditionnel propre à chaque pays. Durant tout ce temps, l'Africain s'identifiait à l'Occident dans sa manière de s'habiller, de paraître. Dommage. Et pourtant, l'Afrique détient un savoir-faire ancestral qui se transmettent de génération en génération avec beaucoup de créativité, tandis qu'en Europe, il y a des savoir-faire qui sont utilisés déjà, qui sont partis. Le désavantage que nous avons jusqu'à aujourd'hui est qu'aucune marque africaine de mode prêt-à-porter accessoire bijouterie de luxe n'est valorisée d'un point de vue financier. Le désavantage que nous avons jusqu'aujourd'hui est qu'aucune marque africaine de mode prêt-à-porter accessoires, bijouterie et luxe n'est valorisée d'un point de vue financier. Les financiers ne mettent pas de l'argent sur nous, ils ne veulent pas. L'Afrique est en retard, ils ne veulent même pas comprendre que les créateurs africains peuvent créer de l'emploi en Afrique, alors qu'on peut apporter des millions de copies de par le monde. La mode en Afrique, vue de l'extérieur, est une source inépuisable d'inspiration avec la photo que vous pouvez voir ci-dessus. Une robe, voilà, je mets en arrière. Une robe en Afrique, vue de l'extérieur, est une source inépuisable d'inspiration avec la photo que vous voyez en dessus. Est une robe en imprimé de beau volant du créateur américain Oscar de la Renta. Mais ces jeux d'inspiration que l'on prend sans vergogne, en ne précisant même pas leur origine, c'est là est un manque de reconnaissance de notre richesse qu'elle leur apporte. De plus, la tendance technique en Occident ne valorise pas non plus l'Afrique. Il manque à l'Afrique actuellement une organisation fédératrice des industries de l'habillement avec un réel pouvoir de persuasion comme le comité Goldberg en Europe qui regroupe toutes les grandes industries de luxe européennes. La prise de conscience de ce manque d'organisation dans ce secteur d'activité a donné naissance à une réflexion qui, sur papier 10 ans plus tôt, en 1998, au FIM, vous voyez, qui est le Festival international de l'art africaine, serait qualifié de folie par plusieurs observateurs pour cause de son caractère inédit et qui s'est déroulé dans les dunes dites en plein désert du Niger. Les intérêts a fini par mettre tout le monde d'accord sur son originalité, son apport culturel et artistique, son caractère touristique, sa dimension planétaire, donnant ainsi aux afro-pessimistes la conviction de l'existence d'une mode maritime africaine, ainsi que les larges potentialités de l'industrie culturelle africaine. Cette première édition qui a connu un grand succès scelle ainsi le départ d'un rendez-vous périodique de grandes manifestations de la mode dans le monde. Il s'agit dans un premier temps de redonner à la mode africaine la place qui lui revient en la projetant au divan de la scène mondiale par une manifestation d'envergure mondiale avec une forte médiatisation pouvant lui faire large écho. Ça, c'est toutes les éditions du festival. Et l'année prochaine, on va fêter, Inch'Allah, le 20 ans du festival. Donc la 10e édition, passer sur un rendez-vous de chaque saison. Dans ce rendez-vous, nous rencontrons et nous invitons plus de 54 pays dans le monde. Donc les 5 continents sont retrouvés au Niger. Il y a 5 continents. On ne dit pas non africain seulement, mais nous voulons montrer que la base africaine est là, montrer que l'Afrique peut. Parce qu'elle est définie sur les deux de sable, c'est défini qui est neutre. Donc on peut voir qui est qui. On voit réellement les frères dans le continent africain. Dans un second temps, se servir de cette locomotive de la mode africaine dans une vision croisée qui non seulement suscite la créativité, mais peut servir de base pour la reconnaissance de beaucoup d'autres projets tels qu'un concert de multiples artistes nationaux et internationaux, tels que Nudens, Keridiens comme artiste urbaine, Homo Sakaré, Achakoné, Nathalie Leonov, les grandes voix d'Afrique et d'Europe. Le concours de jeunes créateurs pour susciter la création, la culture, de l'excellence et de la qualité, car la mise en compétition des jeunes talents force à la recherche de la qualité. Le concours de top modèle
révéler les égéries du film, révéler quoi? Les mannequins noirs, les mannequins du monde africain doivent être des mannequins du monde. Sinon, on campe à percer. Si les grands noirs percés, ce n'est pas la raison qu'une grande marocaine, une grande algérienne, une grande sud-africaine ne soit pas légère du second, parce que la communication, la mode, s'identifier à la création de problème. Il n'y a pas de raison que l'Afrique aussi ne pas s'exagérer. Le défi des jeunes créateurs, le défi des grands créateurs de 5 continents, tels que Yves Saint Laurent, Kenzo, Patero, Gary Magie, Alphabet et d'autres qui défilent chaque 2 ans au Niger pour montrer la dimension de la diversité culturelle. Enfin, un marché international de la haute culture est prêt-à-porter africain pour rencontrer non seulement les vendeurs, pour rencontrer non seulement, parce que le Chine, bon, c'est bien en retard, ça c'est la prochaine édition qu'on va faire, c'est l'esprit de paix. Pour rencontrer non seulement les vendeurs du Nord et les acheteurs du Nord, mais aussi les vendeurs du Sud et les acheteurs du Sud. Parce qu'il faut savoir qu'aujourd'hui, nos grands acheteurs vont à Paris, ils vont à New York, ils vont à Dubaï pour acheter leurs produits de Chine pour aller chez nous. Alors qu'il y a des grands acheteurs aussi qui sont aussi sur le continent africain, des grands producteurs tous les jours. Il est grand temps qu'au niveau de la culture, sur l'industrie, que l'Africain achète et qu'il vende. C'est très important. Ce volet économique qui se cachait derrière cette grande manifestation de la mode africaine, et sa face visible qui prouve son apport et révèle des énormes potentialités dans regorge de ce secteur d'activité avec les métiers connexes. Entre autres textiles, cosmétiques, parfumerie, martellerie, bijouterie, décoration intérieure, linge de maison. La photo que vous voyez est le visuel de la prochaine édition du film, comme j'ai dit. Le thème du film, faut-il le rappeler, qui par la suite est devenu sa devise pour cause de sa pertinence et de la réalité de notre continent, paix, culture et développement. Ce triptyque qui cadre bien avec les sujets brûlants du continent interpelle Ce triptyque qui cadre bien dans les sujets brûlants du continent interpelle tous les fils et filles du continent, car sans paix, aucune œuvre de développement n'est possible. Sans culture, pas d'identité. Et donc, sans repère. À travers l'industrie culturelle qui met en valeur notre patrimoine culturel, nous pouvons construire une Afrique de paix, de quiétude, qui fait bon vivre pour chacun et pour tous. Voilà. Nous pouvons constater depuis la mise en œuvre de ce festival des projets de moyenne et grande envergure se sont produits. La naissance du film a produit un effet d'entraînement. Ainsi, du Dakar à Abidjan, en passant par Ouagadougou, Lomé, Cameroun, Angola, Accra, Nigeria, Maroc, plusieurs fashion sont nés et contribuent à la réalisation de l'activité de mode sur le continent. La réouverture des infrastructures telles que l'aéroport d'Agadez, fermé pendant 10 ans sud de la Réunion. Lancement de l'école supérieure de la mode et des arts, ESMA, pour la naissance d'une nouvelle génération de talents de la mode et des leaders, des PMI de la mode, au fond d'une production de qualité et pour une intégration réussie du marché international, entre autres objectifs fixés, la réduction de la pauvreté, la création d'emplois, l'amélioration des revenus, la création de richesses de l'économie. Ça veut dire qu'on est en train de construire au Niger la plus grande université de la mode et des arts. Le terrain a été acquis, un budget de 1,5 milliard a été édité, le gouvernement nous a donné pratiquement 500 millions pour qu'on continue à œuvrer dans ce domaine dont je parle et venu ma vie. Parce que sans formation, il n'y a pas de création. Sans formation, il n'y a pas de leadership. Sans formation, il n'y a pas de vrai technicien de la culture de la mode. Donc on se bat et ensemble, on va se battre pour qu'aujourd'hui, le Niger devient aussi la capitale de la mode africaine. Voilà. Voici les gens. Voici les fondamentaux qui sous-tendent le choix de l'Afrique comme source d'inspiration et de création, mais aussi comme raison pour moi de poser les jalons du départ d'une nouvelle industrie culturelle africaine qui mérite sa place. Je vous donne une brève présentation de la maison Alphabet, que voici. La maison Alphabet a son siège, La maison Alphabet a son siège au Niger depuis 30 ans. Nos showrooms galeries sont situés à Paris, Casablanca et New York. Voilà.
Nos boutiques sont Niamey, Abidjan, Bamako, dans le pays qui vendent sans moi, mais c'est qui m'appartiennent. Nous sommes spécialisés dans la haute culture africaine, le prêt-à-porter, les accessoires maroquinerie, bijoux et même parfums. Le parfum alphabet a été créé le premier en 2000. Nous travaillons avec 100 collaborateurs sur tous les sites. C'est le parfum alphabet, voilà, qui est femme-homme, dans lequel l'inspiration est complètement paix et l'objet de la règle. Donc, les fragrances alphabet pour hommes et femmes en photo. Deuxièmement, en conclusion, c'est comme ça, voilà. Est-il aisé de combiner la créativité africaine avec le succès commercial? Tous les points que j'ai cités auparavant permettent maintenant de mieux appréhender la mode africaine afin de répondre aux besoins qui me manquaient à mon époque, pouvoir stimuler les jeunes créateurs d'aujourd'hui et de demain, à savoir que les politiques de chaque pays reconnaissent de plus en plus notre travail, les emplois que nous créons, les industries de Chine, d'Europe et des États-Unis, qui se délocalisent en Afrique, avec qui nous créons des liens et des partenariats, et surtout les hommes et femmes formés qui nous accompagnent, nous les artistes. Nous sommes prêts à conquérir le monde, car vous l'aurez peut-être remarqué que la tendance africaine continue de perdurer à travers la mode occidentale, ce qui montre bien que l'intérêt pour cette mode est inégal par rapport aux autres continents. Le plus important est de créer des marques fortes, à forte valeur ajoutée, et je crois que l'Afrique est le nouvel continent de demain. Aujourd'hui, il y a une de classe qui existe. Donc il n'y a pas de raison que l'Afrique ne soit pas le meilleur. Et je suis heureux d'être là. Je vous remercie. Bienvenue au festival. Je crois que c'est le parti. J'ai amené aussi des films que Nadia va essayer de montrer, mais 15 minutes est peu. C'est pour ça qu'on a écrit. Parce que moi, je sais non parleur. Si je commence à parler, je ne finis pas. Merci. Thank you for everyone. I speak also English. I try to make it in French. That's my first language. God bless you. You've done. Merci. Merci à vous. Merci. Comment le voir la sacre africaine que vous dites pas. La mode est bien ce continent. Et la mode est un très bon exemple par rapport à ce qu'on voudrait faire et à ce qu'on est en train de faire. Je suis déjà très content de voir qu'après Paris, New York et Casablanca, c'est en Afrique. Hein. Par contre, si on analyse un peu, il y a par exemple au Maroc 3 entreprises marocaines qui vendent toutes leurs marchandises à 100% ailleurs, à l'international. Elles ne disent même pas qu'elles sont marocaines. Pour pouvoir vendre, c'est pour vous dire à quel point on est dans la schizophrénie. Beaucoup de choses qui sont dans le prêt-à-porter et la mode sont fabriquées au Maroc, en Tunisie, au Bangladesh, etc. Autrement dit, c'est comme le reste, c'est comme la culture, c'est comme les ressources humaines, et c'est un très bon exemple. C'est qu'on a le continuum, on a la créativité, on a le savoir-faire, mais la valeur ajoutée, on n'a pas encore. Les grands noms de la mode sont encore ailleurs. Parce qu'ils maîtrisent tout le côté, pas que technique, mais également là, le côté communication, administration, etc. On voit ce qui nous manque. Il y a, pour la mode, c'est très simple. Si on maîtrise la question de la com, par exemple, des marques, de la technique que nous avons déjà mis en affine un peu, on pourrait inonder le monde avec la créativité d'artistes comme Alphabet et d'autres, il y en a beaucoup, croyez-moi. Merci beaucoup Alphabet. Je propose sans doute les 3 interventions et on lance une session de questions-réponses. Merci. Oui. J'ai compris.
Bonjour, c'est vrai que je suis un peu plus grand que mon ami Afali. Et je voudrais remercier Arterial et toute l'équipe qui m'ont permis de pouvoir être là aujourd'hui et de pouvoir présenter ce que j'aime. Déjà, ce que j'aime, ce que j'ai toujours fait, la musique. Je suis musicien moi-même. Et il m'a été demandé justement dans cette présentation de parler de la chaîne de valeur de l'industrie musicale, mais en me basant sur le modèle du Sénégal. Le modèle du Sénégal que beaucoup connaissent déjà, mais qui a aussi sa particularité. Et cette particularité qui est une tradition musicale qu'on a au Sénégal, justement, de très très grands artistes que tout le monde connaît aujourd'hui. Et donc, je vais essayer, moi, de faire cet exercice pour vous présenter un peu comment est-ce que c'est organisé et comment est-ce qu'on peut étudier, comment est-ce qu'on peut décortiquer cette, je ne dirais pas vraiment ce succès, mais ces avancées, ces exemples. Je ne vais pas revenir justement sur on a parlé assez hier de la culture, oui, l'avancée de la culture, le poids de la culture dans le pays et les pays. Donc je ne vais pas trop m'arrêter dessus et aller directement sur des schémas. Je vais essayer d'expliquer mon sujet par des schémas. Et pour comprendre justement la chaîne de valeur de l'industrie musicale, je vais partir de l'écosystème de cette chaîne, de ce secteur, pour qu'on puisse analyser ensemble ce que c'est. Et pour comprendre justement cet écosystème de la musique, on va partir de la création, de l'artiste. C'est-à-dire que l'artiste, la création est au cœur de toute cette chaîne de valeur. Et sur ce schéma, c'est bien celui que vous voyez que j'essaie de schématiser dans ce sens-là. Vous allez voir que nous avons trois grands secteurs. Tout au milieu, donc on va parler de l'œuvre, parce que tout naît de la création. D'accord? Il n'y a pas cette valeur sans qu'il y ait des créateurs qui vont réfléchir, qui vont créer quelque chose. Et dans le domaine musical, on va parler des artistes, qu'ils soient interprètes ou qu'ils soient auteurs, sans deuxième droit, mais tout partira d'eux. Et donc, tout au milieu de la chaîne, nous allons avoir, vous voyez, comme je suis éditeur musical, et après la gestion collective, je reviendrai dessus, mais c'est toute la vie de l'œuvre. Vous savez qu'une œuvre peut vivre, même sans qu'on la fixe sur un support aujourd'hui. D'accord? Et donc, l'éditeur musical, qui est un autre maillon de la chaîne, va lui s'occuper de la vie de cette œuvre, va faire en sorte que cette œuvre rapporte le plus de valeur. Je reviendrai dessus. Sur le côté droit, nous avons toute la chaîne de la production discographique. C'est le produit. C'est le produit où il y a aussi toute une filière, où il y a des professionnels, parce que ce qui est dans l'industrie de la musique, c'est que ça peut être sectorisé, avec des compétences différentes. On peut avoir des métiers différents. Maître producteur discographie, maître éditeur, maître distributeur, pour atteindre le public. Donc ce côté de la chaîne va faire intervenir les professionnels qui, eux, vont mettre le produit sur le marché de produit auprès du public. Et bien sûr, on le reverra un peu plus tard, il va y avoir justement des implications économiques à chacune des étapes. Donc, la vie de l'œuvre, la vie du produit, mais aussi sur notre côté, la vie du spectacle vivant. La vie du spectacle vivant, parce que pour faire vivre des œuvres, elles peuvent vivre sur les supports, mais elles vont vivre aussi sur la scène. Et vivre sur la scène, c'est faire vivre des interprètes, c'est faire vivre des musiciens. Et donc, il va y avoir une autre filière qui va s'organiser, justement, dans la responsabilité de porter justement ces artistes, ces créations sur une scène. Donc, des producteurs de spectacles, des diffuseurs, des organisateurs de spectacles, des promoteurs locaux, en tout cas, toute une chaîne qui va permettre à ce que le spectacle arrive au public. Et donc, j'aime bien faire ces trois distinctions
l'œuvre, le produit, la scène, pour qu'on comprenne à quel niveau tout le schéma économique existe à chacune des étapes. Et il y a encore une dizaine d'années au Sénégal, on pouvait se rendre compte que l'écosystème de la filière musicale intégrait bien ce schéma-là et principalement était basé sur les revenus de la production discographique. Je me rappelle encore dans les années 2000 où on a des artistes majeurs au Sénégal qui arrivaient à vendre 100 000 exemplaires. Le solo pouvait atteindre 100 000 exemplaires, on a à peine 100 000 exemplaires et on basait nous cette chaîne de valeur sur le disque. Donc tout était mis pour que les artistes créent, qu'on puisse les emmener en studio et qu'on puisse vendre le disque. Le disque marchait, bien sûr qu'il y avait d'autres secteurs, ça entraînait justement une demande au niveau de la production sur scène et aussi sur les droits d'auteur. Même si vous savez qu'au Sénégal, il y a encore le BSDA, mais nous sommes sur une mutation, mais ça je reviendrai dessus, en termes de gestion collective. Mais je me rappelle bien, je rigolais toujours, quand les artistes venaient nous voir, quand je travaillais à Bibliothèque, ils étaient pressés qu'on sorte leur album, même si les droits d'auteur ne rapportaient pas vraiment, ce n'est pas encore très bien organisé, mais au moins, ils pouvaient avoir une part des revenus sur les tas de reproduction mécanique. C'est-à-dire que quand on produit un disque, et quand le producteur veut aller dupliquer, donc il va payer une redevance sur chaque exemplaire vendu. Donc les artistes voulaient qu'on tire le premier tirage, qu'on soit au maximum, parce qu'ils allaient toucher automatiquement leur droit de reproduction mécanique. Et effectivement, on atteignait des montants records. Des montants records qui n'étaient pas simplement dus à la notoriété ou à la qualité des artistes, mais aussi parce qu'il y avait un système de distribution, qui pourtant a été fait par un commerçant qu'on appelle Canadien. Ousmane va me récupérer si je me trompe sur cela, mais tout s'organisait au marché Sandaga. Alors cette personne qui s'appelle Canadien, qui avait une cantine à Sandaga, organisait le système de distribution de la musique. Arrivait à emmener le produit discographique à Saint-Louis, à Tambacounda, partout, le lendemain de la sortie des produits. Le public avait les produits sur place et il avait initié ce système. Il était, je ne disais pas le seul à le maîtriser, mais au moins la personne qui le maîtrisait le plus. Donc Canadien s'est occupé à distribuer près de 75% de produits qui ont marché au Sénégal. Et on a tenu vraiment des montants records. Je ne sais pas pourquoi on n'a jamais créé le disque d'or au Sénégal. Peut-être que cela viendra. Mais il est important de savoir justement que toute cette floraison, toute cette dynamique basée sur le disque, cette chaîne de valeur, a apporté énormément d'argent. Il a apporté énormément d'argent parce qu'on arrivait vraiment à vendre. Et bien sûr, vous le verrez, est-ce que je peux avoir? Ah, c'est bon, je ne vois pas le curseur. Il disparaît à un moment, voilà. C'est bon. Je disais qu'on a mis énormément d'argent sur la vente du disque, on basait toute l'activité, toute la chaîne de valeur était basée dessus. Il y avait bien sûr des droits d'auteur qui tombaient, mais pas à la valeur, à la hauteur justement de ce qu'il devait être. Je voulais rappeler qu'à cette époque-là encore, nous y sommes encore, mais le BSDA, le Bureau sénégalais des droits d'auteur, ne répartissait que 25 millions pour tout le répertoire national et international, ce qui est insignifiant. Et les premières causes, c'est que les utilisateurs ne payaient pas à la hauteur de ce qu'ils devaient payer. Et tout simplement parce qu'il n'y avait pas à ce moment-là beaucoup de radios, pas beaucoup de médias, et les principaux sont les médias étatiques. Donc ils ne payaient vraiment pas, et ça a été tout le combat de beaucoup d'organisations professionnelles pour arriver aujourd'hui à ce qu'on appelle, on est en train de passer le cap vers une nouvelle société de gestion collective. Je reviendrai aussi dessus tout à l'heure. Et donc, le BSDA qui existait, mais aussi, ce qu'il faut remarquer, c'est que le Sénégal est l'un des pays où il y a quand même une concentration d'artistes majeurs, connus mondialement, qui tournent et qui ont donné un exemple à toute la chaîne. Et l'autre chose importante et que j'aime souligner tout le temps,
c'est que des artistes comme Youssou, comme Ismaël Lo, comme Chonsek, comme Baba Mal, qui tournent par le monde, résident au Sénégal. Ils résident au Sénégal, ils ont réinvesti aujourd'hui tous leurs revenus de la musique au Sénégal. Et ça, pour moi, c'est quelque chose d'important, qu'il est important de noter dans cette chaîne de valeur parce qu'elle a permis justement à d'autres jeunes d'arriver et d'avoir un modèle conséquent de ce côté-là. Alors, cette étape justement de la création, de production du disque, la diffusion et la consommation, vous verrez qu'on a l'interprétation au niveau de la création, donc on utilise artistes-interprètes, nous avons des producteurs de disques, mais la vidéo aussi, à ce moment-là, on l'utilisait pour la communication de la vidéo. Beaucoup de vidéos, mais c'était des clips, on faisait des clips, on faisait passer dans les deux grandes chaînes qui sont la RTS à ce moment-là, et puis la 2S qui venait d'arriver, étaient des choses très importantes qui nous permettaient d'atteindre le public très rapidement et de vendre directement nos produits. Alors, il y a eu à un certain moment, je pense que j'y arrive, une transition avec une crise. Une grosse crise qui a, vous la connaissez tous, la crise du disque, la contrefaçon, la piraterie qui s'est impliquée, des problèmes de mobilité, des problèmes de financement, et la production discographique a baissé et nous avons dû réfléchir, le secteur a dû réfléchir à d'autres alternatives, notamment sur les nouvelles stratégies de développement, les nouveaux outils, et je vais aller un peu plus vite pour vous en parler et pour qu'on puisse revenir à une chaîne de valeur avec de nouveaux outils. Donc, vers la fin des années 2000, la musique au Sénégal va commencer à se tourner vers de nouvelles orientations après avoir perdu, pour moi, je le dis, la bataille de la contrefaçon. Et nous misons sur ces valeurs traditionnelles et sur plusieurs exemples de notre côté international. Le secteur de la musique au Sénégal se concentre désormais ses efforts sur les revenus de ce cadre vivant du part, tout en s'intéressant de plus en plus aux revenus générés par l'exploitation sur Internet, le téléchargement, la monétisation. Mais avant de monter plus en détail, je voudrais, je ne vais pas représenter tous ces acteurs-là, mais c'est pour dire que de nouveaux outils sont arrivés sur cette chaîne de valeur, et bien sûr en passant sur la création de la production, mais au niveau de la distribution, nous avons pu intervenir des réseaux sociaux, aujourd'hui, les réseaux sociaux qui ont donné un grand coup de fouet justement à la mise à disposition des produits auprès du public. Donc, toute la communication est faite sur les réseaux sociaux, c'est vrai que la télé est encore là. On ne s'intéresse plus aux produits physiques, pas pour la vente, mais en termes de table de visite aujourd'hui, mais tout est fait sur les réseaux sociaux. Et les structures se sont créées. Beaucoup de structures sont créées, beaucoup de structures ont commencé à développer justement des chaînes YouTube. Je parlerai par exemple de la société de Prince A, qui aujourd'hui est un grand nombre d'abonnés sur la chaîne et qui a commencé à signer des contrats avec justement Google, parce que Google s'est installé au Sénégal, YouTube s'est installé, nous avons YouTube Sénégal, et plusieurs opérateurs, plusieurs structures se sont lancés dans la monétisation. C'est vrai que ça ne rapporte pas encore autant d'argent, mais ça permet de voir de nouveaux revenus. Et ces nouveaux revenus commencent à être importants pour certains. Nous avons dans la salle Ousmane Faye qui s'occupe de l'artiste Omar Pell et qui commence à diffuser, qui commence à monétiser ses œuvres sur Internet, où ça signe des contrats avec des opérateurs, sur la téléphonie, que ce soit YouTube, et qui commence à justement à avoir ces gains. La chaîne de valeur s'est transformée avec ces nouvelles technologies. Et on commence à redécoller justement parce qu'on arrive à atteindre le public beaucoup plus rapidement. Une sortie d'album aujourd'hui se fait sur le net et le public est tout de suite informé. Et ça, quel impact ça? C'est une répercussion directe sur les ventes, sur les cachets. Les cachets sont montés et aujourd'hui plusieurs artistes, je ne dirais pas tout parce que ce n'est pas général, on arrive à prendre des jeunes artistes comme Walisek, comme je parle des jeunes artistes qui viennent d'arriver, peuvent coûter aujourd'hui 4 à 5 millions de francs CFA par concert. Et ils peuvent en faire plusieurs. Donc, je ne vais pas aller au-delà parce que nous allons discuter, mais cette chaîne de valeur, je vais vous dire, elle s'est enrichie justement des opportunités qui s'offrent à elle, mais beaucoup de défis restent encore à relever aujourd'hui, notamment celui de la numérisation, celui du passage au numérique bientôt. Et donc,
la vidéo, la création des contenus, ce sont des défis que cette industrie musicale va devoir relever pour qu'elle puisse rester, qu'elle puisse être durable. Et je le dis toujours, et je terminerai par là, c'est qu'avec rien, on fait un peu, avec un peu, on peut faire beaucoup, mais si on a beaucoup un jour, on fera peut-être des miracles. Je vous remercie. Moi, je pense qu'on fera des miracles même avec rien, on en fait des bons. On va pouvoir en avoir beaucoup. Merci Luc. Mais la musique, inutile de préciser, c'est un secteur locomotif qui pourra donner l'exemple à d'autres secteurs en Afrique, le Mali, le Sénégal, l'Afrique du Sud, etc. J'invite, sans trop tarder, comme ça on garde un peu plus de temps pour les questions et réponses, Aïda, qui veut venir nous parler de la photographie en Éthiopie, parce que c'est une discipline qui, on l'oublie. On peut se dire que fait la photographie dans les industries créatives, sauf qu'on vit de cette photographie ailleurs. Il y a le photojournalisme, il y a la photographie d'art, on a la photographie partout. En termes d'industrie créative, c'est un secteur qui emploie beaucoup de personnes. Pour un CD, il faut 36 personnes, 36 métiers pour faire un CD. Pour la photographie aussi, ça active de la presse à la mode, à l'art tout simplement, aux galeries, etc. Merci à l'État de venir nous joindre. Thank you very much. I'm very happy to be here today with you. Normally I don't like to read speeches, but in having contained time, I will read my speech. So first of all, I just want to introduce myself. My name is Aida Mulin from Addis Ababa, Ethiopia. I'm a photographer and also the founder and director of the Addis Photo Fest, which is held biannually and is going to be held for the 3rd edition coming up December 1st to the 7th. So it's a great pleasure to be back in Morocco, and I think it's a great opportunity to, to network and also to exchange ideas, not only the challenges of being a cultural worker, but also in understanding on how we can work better together in the continent. So I have a lot of photos. The role of photography is based on the objective of preserving a moment for the future, a way to capture memories that has made photography an integral component of society since its invention. In a sense, photography has the power to preserve the past and promote the future. However, when we look at photography in Africa, one thing that is evident is the fact that photography, in one form or another, has been present in the continent since the infancy of the craft. In the case of Ethiopia, photography entered the country in the late 1800s through British missionaries who were documenting the land and its people as a way of collecting evidence for the return to England. However, the first photographer of Ethiopia was the Emperor. I guess the translation is. So I'll go back. So in the case of Ethiopia, photography entered the country in the late 1800s through British missionaries who were documenting the land and its people as a way of collecting evidence for their return to England. However, the first photographer in the country was Emperor Menelik II, who was fascinated with new technologies of the world and thus was the first person to take a picture in Ethiopia. Yet,
the introduction of photography to the country did not lead to the development of the craft. And looking back at the nation's archive, a large portion of images is documented by foreign photographers. In this case, the first photographers of the royal court were the Armenian family of the Khordadjian, who were responsible for many of the images during the reign of Emperor Menelik and Haile Selassie. With this in mind, when we look at photography in Africa, one of the key components is a lack of sufficient documentation of the changing times through the indigenous perspective. The image of the continent is often presented through the foreign gaze, and it is evident in the number of books and various printed materials that are in the market, depicting often unbalanced realities on the complexities of Africa. Which brings us to address the role of photography in Africa as it deals with its promotion, dissemination, and development. My personal journey as a photographer started with my childhood fascination with images. Living abroad for most of my life, the one consistent image that linked me back to my place of birth was a tourism poster by Haile Selassie, who was also the founder of the Ethiopian Tourism Board, and the man responsible for promoting Ethiopia through the slogan, Ethiopia, the land of 13 months of sunshine. His posters were in almost every household of those who lived abroad, and in a sense, for those of us who grew up outside, it was a reference point to a country that we didn't remember. However, what led me to photography was inspired by the images that I saw of the Ethiopian famine in the 80s by Mohammed Amin. One of the legendary photographers of Africa, Mohammed Amin invested a great deal of his time in Ethiopia and was on a mission to let the world know the atrocities that were taking place in my country. However, through his documentation, the image of Ethiopia transformed from a proud nation that defeated European colonization into a country for a long time that was associated to be fighting with famine, war, and suffering. Looking at the history of the country through images, we in a sense went from an image of Haile Selassie on the cover of Time magazine in the 1930s of his coronation to being known throughout the world as a country filled with starvation, a perspective that still remains even though we have overcome great challenges. Yet, the lack of a balanced point of view through images isn't only prevalent to Ethiopia. It is something that continues to plague Africa in the perpetuation of the cliché image of the continent. Often documented through the foreign perspective, the image of Africa is often filled with sensationalization to sell papers or television shows. These images of Africa that are exported to the global audience often lack depth and upon closer look have questionable agenda. Hence, since the start of my professional career, my approach has been to show a perspective of my country that is not often seen in the mass media, to present a contemporary reality that shows the complexities of the country without the reference of what we find often in the anthropological documentation of Ethiopia. Through my images, my approach has been to show that the ties that bind us as a group of people is based on the similarities of the global experience, aspirations, and need for dignity, regardless of our geographical location. I understood early on working at the Washington Post, the power of an image has an impact that can shift the perspective of its onlooker. Through photography, one can transmit not only a perspective, but can provoke to engage an audience, while at the same time educating through a set of images, regardless of the context of the written language. As the saying goes, an image can tell 1,000 words. However, having spent a considerable time in North America, it became clear that the image of Black people, regardless of location, was limited to portrayals of inferiority, and in most cases perpetuated negative stereotypes. We cannot deny this fact, for the images of African Americans are often portrayed as criminals, while those in the continent are often portrayed to the world as backward savages. Looking at the global media, this is a perception that is still in existence in the forms of mass communication. While in college in the United States, I first came across a book by Chester Higgins Jr. called Healing the Spirit. I became enthralled at the quality of his work,
but also the deeper message inside the way he presented the often misrepresented African American community with pride and dignity. Also, it gave me a new insight into the beauty of black and white photography. Through Chester's work, it introduced me to the legendary photographer Gordon Parks, who was a key figure in breaking barriers in photography and also being the first black director in Hollywood. Gordon's photography was a representation of the African American community through a perspective that humanized the stories of an oppressed segment of American society and their victory of overcoming challenges. In a sense, this led me to focus my creative experience to show the beauty of my people. When I first returned to Ethiopia in 2000, it was an opportunity to encounter a home that I left at a young age with faded memories of a place that once used to be home. Through this experience of documenting my first return, it gave me the opportunity to also participate in the 2007 Bamako Biennale, from which this experience led me to see for myself that there were many photographers from the continent, from which it led me to see that there were many photographers from the continent who were facing the same challenges that I encountered in the course of my photography career. The Bamako experience was a moment of epiphany to the fact that photographers in the United States and those in the continent were facing the same challenges of battling through images to present to the world a different outlook in the misrepresentation of their community. Therefore, in meeting photographers such as Malik Sidibe and Samuel Fozo, it became clear that the contribution to photography by Africans offered the future generation a portal into the past, which has also inspired me to continue documenting stories out of the urgency of realizing that photography preserved moments in time for the future. Therefore, when we talk about the promotion of images from Africa, this relates directly with image branding of a nation. So this is a collection of images that I did the second time that I returned to Ethiopia. So therefore, when we talk about the promotion of images from Africa, this relates directly with image branding of a nation. I often give the example that when we think of Paris, the image that comes into our mind is the Eiffel Tower, or in New York, we think of the Statue of Liberty. However, when it comes to the image of Africa, the world lacks a full understanding of who we are, and in a sense, the perception of the global community on Africa will not change until our own photographers, our stakeholders who are engaged in documenting the realities on our soil. Even when we look at the photography market, which is a $10 billion industry, one has to question what percent does Africa share in this market. In every bookshop across the world, or even searching the Amazon website, a large number of photography-related products that are produced with images from Africa are documented by foreign photographers. The reason for this being is simply due to the lack of sufficient institutions across Africa that are teaching photographers in the continent the art, craft, and business side of the industry. The need for adequate equipment, resource, and network has been a hindrance to the development of photography in the continent. The past 10 years, we have seen a major interest in photography from Africa, more specifically on the archives of the continent. However, this interest to purchase and collect archives from Africa has been mostly through the participation of European collectors. Yet, when we look at our national archives, most of which is poorly managed or preserved, we have to address the importance of photography's role in being the witness to moments in our history. Preserving the past through photography is a way to understand who we are and where we're heading as a continent. In the case of Seydou Keita, a Malian photographer who documented Malian society in a small studio between 1940 and 1960s, was discovered by Andre Magnini and John Ricosi late in his career.
having taken 921 negatives of Keita's work to exhibit his collection in Paris, it was a short while later that the controversy began on the handling of his work by Andre and John, who were accused of selling his work with fake signatures, which in most cases, Keita's work sold for over 16,000 USD in galleries across the world. Yet Keita died in 2001 in the midst of a legal battle to reclaim his right to his own images. Amidst these types of challenges that photographers face in Africa, there's also beacons of hope and a new generation of photographers who are overcoming the odds to show the new horizon of photography from Africa. Looking at yearly events such as the Lagos Photo Festival, it is clear that photography hubs are forming across the continent, which are initiated by photographers or cultural entrepreneurs. Collectives as Invisible Borders, in which a group of photographers from Africa document their road trips across the continent and who are using photography to address the fluidity of our borders. While on the education front, the Market Photo Workshop in South Africa has been in existence since 1989 and has been consistently producing major talents from Africa. In addition, the newly established Marrakesh Museum for Photography and Visual Arts is a testament to the shifting dynamics of moving towards institutions for the development of photography. And looking at the use of social media tools and the internet, the inception of the African Digital Art website has given a new portal for the reimagination, dissemination, and innovation of digital art and photography from the continent. In the case of Ethiopia, the Addis Photo Fest came about to address the need to engage the government and the general public on photography. Being the first international photography biannual for East Africa, it is an opportunity not only to exhibit collections, but to also develop new talents through various workshops, portfolio reviews, and conferences. Photography in Ethiopia, which is an industry primarily focused on wedding and studio photography, is slowly shifting towards a form of self-expression through young photographers such as Mulugeta Ayene. The Addis Photo Fest, which features the spectrum of photography. Is that electricity or battery? We just went out. Anyways, I'll finish. The Addis Photo Fest, which features the spectrum of photography ranging from photojournalism. I only have 2 paragraphs. Okay. So going back to young photographers such as Mulugeta Ayene, who are using photography as a form of self-expression and documenting the changing dynamics of the city of Addis Ababa. The Addis Photo Fest, which features the spectrum of photography ranging from photojournalism to fine art photography, is a chance to educate the audience and to bring photography to the general public in the form of cultural exchange. In a sense, through the Addis Photo Fest, we are bringing the world to Africa and taking Africa to the world. In conclusion, the development of photography in Africa is imperatively linked to education. Through the institutionalization of image production, we can engage new talents with tools and approaches in balancing the image of Africa, as well as being active participants in the global industry. To reach this point, we need accountability and partnership from our own governments. The fact that most cultural funding is coming from foreign institutions, it is often questionable on the self-sustainability of the development of photography in Africa. In this sense, the market can only grow through opportunities given to talents in the continent, rather than outsourcing assignments to foreign photographers. As we look at commercial photography, it is slowly becoming an income-generating activity
and an opportunity as it relates to local branding of corporations, which leads to address the standardization of image production in order for the African market to demand for locally produced branding, standardization of image production in order for us to be competitive in the international market. As more multinational companies enter the African market, the demand for locally produced branding is becoming an integral part of the success in these companies. Coming across photographers such as Osborne Macheri of Kenya, who works for various companies on advertising campaigns, is only a testament that the talent pool is growing in the continent. As an educator as well in this country, Osborne's approach to photography isn't only primarily focused on the commercial aspect, but he often works on personal projects that sheds light into his interest in documenting fading cultures of Kenya. And now, with the social media tools and various online portals, this is giving photographers such as Osborne access to the global photography market. Hence, our role as image producers is to create memories for tomorrow and to imagine an Africa through the lens of truth. And one quote that I've always liked was by Irving Penn that states, when people always ask me what is a good photograph, my response has always been, a good photograph is one that communicates a fact, touches the heart, and leaves the viewer a changed person for having seen it. It is, in a word, effective. Thank you. Merci Aïda, c'est beaucoup. Nous allons, comment dire, porter une joie pour laisser en réponse. Donc, à vous la parole. Vous pouvez poser toutes les questions que vous voulez. I'm going to start just to keep it going. Thank you. This question is for Aida. I've been growing up in the US and deciding to go back to Ethiopia, where you're from. Can you probably tell us a bit more about your experience about deciding to start your festival in Ethiopia, and why did you thought it was necessary, and what kind of audience were you expecting, to come to your festival? Thank you. I've always wanted to go back to Ethiopia, and now it's been close to 8 years since I've been back. And in the time that I've been back, the one thing that I realized is there are many opportunities, not only Ethiopia, but across Africa. And we're always complaining about the great brain of Africa and how everybody's leaving the continent. And I think in the case of Ethiopia, what's been happening is a lot of, especially our generation that grew up outside, are returning back and investing in one way or another. So for me, I wanted to, when I first came, it was basically I started teaching, because when we look at the image of Ethiopia, it can never change unless we have our own photographers. So I started giving workshops at the university, in the art school, and eventually I realized that it wasn't just only education that through practice, but I have to also educate the general public and also the government in regards to what is the role of photography. So for my history, for example, as an Ethiopian photographer, it's very difficult to shoot on the streets. And a lot of this has to do with the suspicion associated with so many negative images that have gone out of Ethiopia, that the general public, is very reluctant to have their photos taken. So in that sense, organizing the Addis Photo Fest was in a way to, I work for my community, and my efforts are not necessarily to, do a festival for expats or foreigners. It's really to engage the local audience. And our population is so young,
that they're looking for this kind of content to see what the world looks like, and in a way to also inspire them and to show them that photography is not just, wedding or, birthdays or studio, that it actually has so many possibilities, and that it is an industry, it is an art form, and it is a way of self-expression, and it is a way of capturing our history, and also a way for us to tell the world that we're not there. This is not to say that everything's perfect in Ethiopia, but at the same time, I get frustrated seeing images that I find don't offer the balanced perspective. I hope I answered the question. Good morning. I'm from Gambia. I have two questions for my brother from Senegal. Two things. One is I'm from Gambia, which is almost part of Senegal, and we have similar cultures, traditions, and we in Gambia imports a lot of music from Senegal, and we support Senegalese music from the onset to date, and we have a lot of young upcoming artists in Gambia. I know your rap industry support the Gambian artists in inviting them into your events, but do you have any plans in the future to collaborate more, as in promote Gambian Senegal, like we also do on your radio stations and your TV? I know it's coming up slowly, but any plans for the future, as in helping Gambian artists to grow better than just inviting them in certain festivals? Because we have the population, of course, and everything we do in Ghana and Senegal is similar as in traditions, culture, languages, and everything. My second one is with regards to the artists that are from Senegal, the big artists. If you go around Africa, in Nigeria and other countries, and you're talking about big artists in Africa, they will say, please quiet. And all the small young names, but we have big names like Yusundu, Ismail Barumal, Sekou Bambino from Guinea, and a lot more. Do you have any plans in selling those artists, as in putting them in history books for the young generations that are growing? Thank you. Merci. Oui, c'est vrai que la proximité entre la Gambie et le Sénégal, c'est une même langue qui est le Wolof qui est parlé, mais qui est francophone d'un côté et anglophone de l'autre. Oui, il y a une collaboration parce que de toute façon, beaucoup d'artistes sénégalais viennent jouer là-bas. C'est dans leur circuit de diffusion, la Gambie est partie intégrante, donc ils viennent jouer souvent. Et oui, on a essayé plusieurs fois de faire venir les artistes gambiens au Sénégal. Je rappelle l'expérience de l'Ambala qui vient souvent, et puis il y a beaucoup d'artistes sénégalais qui sont aussi originaires de la Gambie et qui évoluent au Sénégal. Il est totalement envisageable de le faire. On peut les inviter sur des événements, mais il faudrait le faire parce qu'aujourd'hui, j'en ai parlé très rapidement tout à l'heure, il y a au Sénégal beaucoup de structures qui travaillent qui sont agents, qui organisent des événements. On en a quelques-uns ici. Le studio Sankara, par exemple, produit énormément de jeunes qui viennent de la Côte d'Ivoire, du Burkina, de la Guinée. Et c'est vrai que c'est aussi l'organisation locale. Comment est-ce que les artistes sont organisés localement? Est-ce qu'ils sont structurés? Est-ce qu'ils ont un manager qui a juste l'idée de traverser la frontière et de venir 3 jours et prospecter? Voilà pourquoi la formation est importante, qu'on puisse trouver autour de ces artistes. L'artiste, son travail, c'est la création. Il faudrait qu'il y ait des personnes autour, qu'il y ait une structuration autour de ces artistes qui puissent pouvoir mettre ces artistes en valeur, leur création en valeur. Donc je pense que la démarche à faire surtout, c'est que ces artistes ou leur staff puissent venir prospecter. Parce qu'effectivement, il y a énormément de structures qui peuvent les mettre sur des festivals. Il y a énormément de festivals de découverte, le festival en rythme, le festival Hip Hop Award, le festival Bibliothèque, il y en a beaucoup, où ils peuvent s'exprimer. Ils ont la même langue, et principalement dans le hip-hop. Dans le hip-hop, vous savez qu'au Sénégal, nous avons, il y a quelques années, on parlait de plus de 3000 groupes. Aujourd'hui, on n'a pas fait le compte, mais il y en a énormément. Il y a une vraie scène urbaine au Sénégal, et je pense que les artistes de la Gambie devraient en profiter au même titre. On ne se rend pas compte qu'ils sont gambiens, tout simplement, quand ils le diront. Sinon, cela passera. Et sur la deuxième question, oui, au Nigeria, il y a des groupes qui
qui sont quand émergés ces temps-ci, comme les Bisquares, et qui font énormément de chiffres. Dans la sous-région, de toute façon, il y a des artistes de qualité. Lui, il faudrait qu'on puisse commencer à écrire pour donner des exemples derrière. Justement, ces genres de rencontres vont permettre justement de laisser des traces. Comment est-ce qu'ils ont évolué aujourd'hui? Dans ma présentation, quand vous lirez le rapport, je parle un peu de ces revenus que font par exemple le Bisquare, je ne vais pas le dire devant tout le monde, qui coûte très très cher. Il coûte très cher pour l'instant et pour le moment, et grâce à Internet, qui arrive à diffuser leur musique partout, et donc ils peuvent tomber justement sur la scène, qui sont très demandés. Mais il faudrait qu'on documente tout cela. Internet nous permet de voir ce qu'ils font, mais il faudrait que les générations futures qu'on commence à écrire cette évolution que nous avons. What I'm going to say is not a question, there are general comments. I like to speak, my first comment is directed to the music presenter. You just said that this way is expensive, they're difficult to get. But if you realize the general population in Africa is, we have more people in Africa than other people who are interested in music, and the music industry is one that's developing rather faster than most other industry in Africa. And Nigeria, as a country, has been part of that scene. If you look at the music industry in Africa, we have a lot of Nigerians who are participating right now. And you delete your paper completely or inadvertently did not mention the Nigerian music scene at all. And we're a major actor, I'm sorry to say, in the music scene in Africa. And it can be nice if you have mentioned us in some way. I'm very emotional about it. Very, very emotional. Because of the delivery. That's one. And I think we didn't do justice at all. If you talk about music in Africa, and you talk about Nigeria, you just mentioned Senegal, and even when we talk about P-Square, I would say dismissed him. You just said we're expensive. And there are ways you can work with these people. There are ways you can interact with them without the cost. Yeah, because you're going to do a festival, you're going to participate in a festival. It's not about money, it's about promotion. It's about being seen, it's about being known in other countries. Like we will compromise in that. But at this way, when it comes to promotion, I really don't want to say the things I want to say because I was very upset with the people who even mentioned Nigeria. And I'm a very emotional person. And let me go to Ida. I'm very glad that you looked at your country and you thought about the age range and you're going to contribute to development in your country. And you have found that photography will help you do that because of the negative images you have in your country. That's good. I like that. And I think what we need to do, you mentioned the various festivals we talk about in Africa. What we need to do is a lot of collaboration within the various sub-regions. The Francophone, the Anglophone, the East Africans, everybody's working in isolation of each other. And that's why we have not made a lot of progress. If the West African zone is doing something, they should be passed through the Arterial Network community so everybody can know what's going on in the subs in the region. If you're interested in participating, all you have to do is contact the organizers and get your interest known. It's in a situation where we all say we're Africans, we're working together, we're working in pockets. We will make a lot of progress, we will make a lot of impact. We must learn to collaborate. And the essence of Arterial Network is to see how we can bring about this collaboration. So whatever is happening in the sub-region should be made known to all the areas in the sub-region. We find that when we come to the conferences, the Francophone people are talking about references to their own zones, the Anglophone to their own zones. So there is no meeting point for all of us. There is no point where we can collaborate. And the essence of all of this is collaboration. That's when we can make progress, we can move on. If we do not collaborate, we will not move on. We've had the fashion designer tell us about his work. He's talked about fashion shows and different parts. He's not mentioned the Anglophone Africa. In Nigeria, we've had the Nigerian fashion show since the 80s. And there is a Nigerian fashion show in Africa. It's not been mentioned. And I find that every time I come to these conferences, it's the Anglophone, the Francophone,
and East Africans and South Africa that they mentioned. The African Music Award that is being organized in Africa today, Nigerians win most of it. Thank you. Let them answer. Just to respond to Maryland first. The program is the program is made because we all come from different countries. You cannot ask someone from Senegal to speak. So it's the idea of speaking about our countries and then getting partners that speak to others. But so they were asked to speak about their countries. But I do understand your frustration. And even if the choice is like, after the meetings, we have cinema from Nigeria. I mean, we have cinema from South Africa, who's doing very well, but it seems to be Nigeria, and looking at ways where we can meet together. Then I have a question for Monsieur Al-Fadi. Par rapport à votre expérience, parce que ça fait comme 30 ans pratiquement que vous êtes dans le secteur, quelles sont les failles, quelles sont les choses, et en plus vous avez l'aspect de travailler sur le continent et vous réussissez ailleurs. Donc vous êtes bien ancré sur le continent et en même temps vous êtes reconnu ailleurs. Quelles sont les failles, quelles sont les choses que nous devons vraiment acquérir pour passer au stade supérieur, parce que la créativité, en fait, c'est notre point fort. Merci. Merci beaucoup. Tout à l'heure, il y avait bien de représentants qui sont venus. On a intervenu sur la mode, sur la création vestimentaire et la culture de la mode en général. Merci, la question est très bonne. 30 ans de création et j'ai 20 ans de festival. Donc les failles, c'est qu'on n'est pas tellement écouté ni appuyé par les politiques. Les failles essentielles qu'on a. Si la dame parle du Nigeria par rapport au fashion design, au niveau du Nigeria, c'est que le Nigeria, c'est un cadre. Le Nigeria n'a jamais voulu venir avec un autre continent francophone pour comprendre l'intérêt différent. Ils font chaque année le Fashion Week au niveau de Paris, mais ils avaient le courrier avec eux qui travaillent dans un système très traditionnel, non pas de modernité. Nous modernisons la mode, nous voulons absolument. Nous voulons donner une chance à la concurrence internationale et appuyer la mode sur le niveau international. C'est très important de comprendre qu'on n'est pas là pour ni le Nigeria, on est là pour le continent africain dans sa globalité. Moi, juste au Nigeria, j'ai fait des grands shows à ça. J'ai fait des grands shows au Nigeria pour les grands créateurs qui sont d'origine nigérienne. Et chaque année, j'ai vu des Nigériens arriver au Niger pour mon festival qui ont fait un travail incroyable. Si elle n'est pas au courant, elle n'a qu'à aller voir le livre. C'est très important pour voir comment ça se passe. Et je pense que pour moi, l'intérêt de l'Afrique et les politiques comprennent que la mode est une industrie qui peut aider l'Afrique à grandir. Donc les obstacles qu'on rencontre, c'est les financiers ne croient pas. Ne mettent pas l'argent de la création. La création n'est pas uniquement l'œuvre d'un créateur qui fait uniquement la création. Il faut les financiers, il faut les producteurs, il faut les distributeurs. Le Maroc est un exemple. C'est ça qu'on est là. Je suis très content. Parce que le Maroc a compris l'intérêt de la productivité depuis longtemps. Quand on fait la création, il faut produire des millions et des milliers de chemises, de pantalons, de jeans, la couture, de carton, avec une réussite totale. Mais c'est traditionnel ou c'est traditionnel. Le côté modernité que nous voulons aujourd'hui pour exporter notre marchandise au niveau de New York, de Paris, de Johannesburg ou ailleurs est un travail qu'il faut absolument s'y prendre. Donc je compte sur vous. Votre organisation est magnifique. Il faut absolument qu'on se donne la main pour comprendre l'intérêt de ça. L'argent, la compréhension, la formation du continent. La formation peut être une chose essentielle. Comme j'ai dit, je suis en train de créer la première université de la mode dans laquelle nous parlons de mode et art, pour essayer de donner une chance à la dimension européenne, africaine d'être ensemble. Donc on a des points focaux ensemble, mais l'argent fait défaut, la compréhension politique fait défaut. Parce que les politiciens pensent à eux. Aujourd'hui, à Ebola, on pense à Ebola. On ouvre tout l'essentiel de la création, tout l'essentiel de l'art. L'art peut aider l'Afrique à grandir, c'est une source incroyable. C'est pour ça que moi, je sais que j'ai un problème. Mon problème est que je mon travail depuis 30 ans. Je continue à le faire dans un pays pauvre. Je peux dire que le Niger est le pays le plus pauvre du monde. Mais on a réussi à faire le festival une réussite totale. Qui font la concurrence réellement à les grands festivals de Cannes, ou à les grands festivals de grandes villes, pour la mode, pour le fashion ailleurs. Et le Niger, on en parle. Pourtant, je suis privé. Parce qu'on est là pour parler d'entrepreneuriat culturel au privé avec l'appui de l'État. Moi, je suis privé, je suis aidé par l'État, c'est vrai, mais j'ai besoin de vous, j'ai besoin de tout le monde pour qu'on soit ensemble.
je crois que c'est ça l'intérêt de la création, l'intérêt de l'image de la création d'emploi, de lutter contre la pauvreté, d'amener une image positive par rapport à la création. Je crois que c'est surtout ça qui veut dire que nous devons comprendre, qu'on soit lusophone, qu'on soit anglophone, qu'on soit francophone, qu'on soit anglophone, c'est d'être ensemble pour que l'Afrique puisse bouger par rapport à l'étude de la création et à la création d'emploi. Voilà, tout ça. Je crois qu'on ne peut pas avoir de meilleures conclusions. Oui, juste une information, c'est pour rassurer aussi ma collègue, c'est que dans le rapport final, ce qui est beaucoup plus grand, il faut beaucoup plus de pages, je trouverai justement un gros paragraphe pour le Nigeria, et qui est donné en exemple justement avec des artistes en piscère comme Davido, qu'on connaît bien, et que j'ai personnellement programmé au Congo, à Brazzaville, qui sont venus au Sénégal, donc ce n'est pas un oubli, c'est justement une orientation de cette communication où on fait des accentuer sur certains aspects. Et au niveau de ce que je voulais relever, au niveau du prix, au niveau du coût, c'est non, ce n'est pas pour critiquer qui coûte cher, non, c'est parce qu'ils ont pris de la valeur. C'est ce que je voulais dire, la traduction à la présenter autrement, mais c'est parce que ces artistes aujourd'hui ont pris de la valeur et c'est tant mieux. C'est tant mieux, les artistes au Sénégal, beaucoup ont pris de la valeur et restent avec cette notoriété de cachet, et c'est tant mieux. Donc c'est un peu le contraire, c'est ce que je voulais signaler. Et la chose importante, je voulais vous présenter, parce que beaucoup de travail qui a été fait au Sénégal est un travail dans lequel on a réussi, parce qu'on s'est organisé en société, on s'est organisé en association, dans cette ADAFEST, qui travaille justement sur les problèmes de formation, qui travaille sur les problèmes de lobby avec l'État, et qui aujourd'hui a mis en œuvre des projets sur le statut de l'artiste. On a pu modifier la loi, on est sur des projets de licence d'entrepreneur de spectacle, et nous essayons de créer des outils pour mettre la formation de base dans cet ouvrage sur la sonorisation de spectacle, qui est l'un des premiers ouvrages sur le son écrit par un Africain, et on l'a fait aussi avec l'aide justement de l'Arterial, de l'Arterial Network et de l'OIF, et je pense que c'est cette base-là que nous devons avoir, pouvoir former des acteurs à la base, afin qu'ils puissent relever justement la créativité de nos artistes. Merci. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci. Merci à la famille. Thank you. On va manger, on va boire un café, oui. Pardon, la députée de votre façon, on va aller prendre le thé, mais on a parlé de formation qui est absolument essentielle pour développer dans le secteur. Or, le livre reste quand même l'accès le plus démocratique à la formation. On a encore un atelier malheureusement qui est programmé sur le secteur de l'édition et du livre. Est-ce qu'il y a des gens dans la salle qui sont écrivains ou éditeurs? J'aimerais bien discuter avec eux. Je profite du moment du thé pour mes satisfactions personnelles. Merci. Et moi, s'il y a des amateurs de whisky, je voudrais bien avoir une discussion avec eux. On va faire une pause, on revient à 11h30. On arrête, on va faire une pause, on revient à 11h30. Merci beaucoup.
That's what I read.